J'accueille Célicia Abou, qui est architecte voyer, chercheuse associée au LADIS, laboratoire de recherche du LADIS, approche paysagère et pratique sociale au prisme du changement climatique, le cas de Paris. Merci. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire. Je remercie particulièrement Yann. Voilà, donc avant de démarrer cette présentation, voilà. Ouais, peut-être le micro à main. Voilà, donc avant de démarrer cette présentation, je voulais quand même préciser que cette présentation est un peu expérimentale dans le sens où c'est une réflexion en cours. C'est une sorte de résumé de pas mal de questions que je me pose aujourd'hui sur ces différents sujets que sont à la fois le paysage, l'héritage d'Alphand et le changement climatique, dans la mesure où ça fait pas mal d'années maintenant que je travaille sur la question du changement climatique et plus précisément sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc ça pose beaucoup de questions. Et donc j'ai essayé de réfléchir sur ce qui pouvait être le lien entre à la fois l'héritage d'Alphand, sur lequel nous travaillons tous aujourd'hui, à Paris notamment, sur la question du paysage. Donc, c'est quoi un paysage urbain agréable, confortable, efficace, et aussi sur la question du changement climatique. Donc, qu'est-ce qui serait le lien entre ces trois entités, donc Alphand, paysage et changement climatique. Et donc l'entrée que j'ai retenue pour essayer de répondre à cette question, ce sont les pratiques sociales. Et donc je me suis donné un petit exercice pour commencer, qui était de regarder différents objets de l'héritage d'Alphand, donc à différentes échelles, à différentes strates, et de voir quels étaient aujourd'hui les résultats, enfin comment on les pratiquait aujourd'hui sur le territoire parisien. Donc vous allez voir, on va regarder un peu différentes échelles et on se rend compte qu'il y a aussi de grandes évolutions en termes de syntaxe par rapport à cet héritage. Donc si on commence à regarder les promenades de Paris, donc c'était le terme un peu générique à l'époque, puisqu'il s'agissait de créer des promenades. On était dans une ville qui au départ était extrêmement minérale, beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui, bien sûr, et donc qui était très proche de la nature, hein, et puis au fur et à mesure qu'elle s'agrandissait, il y a eu un besoin à la fois de créer des jardins dans le centre-ville et des promenades, et en même temps avec l'idée de l'hygiénisme et donc de l'assainir également. Et donc les promenades avaient cet objectif de rapporter la nature dans la ville qui s'était beaucoup éloignée. Aujourd'hui, ces promenades sont évidemment toutes présentes, pratiquées, mais elles s'inscrivent dans un schéma qu'on appelle maintenant les corridors écologiques, un schéma plus régional et donc à plus grande échelle, qui sont donc ces promenades sont devenues, on va dire, des corridors écologiques, des trames vertes, des trames bleues. Et donc l'image que vous voyez là, c'est l'image du schéma régional de cohérence écologique qui a été voté en 2013 et qui a inscrit ce territoire de tram de promenade dans des grandes trames vertes et bleues de la région. Et donc ces promenades ont un nouveau terme aujourd'hui qui est celui des corridors. Si on regarde la question de la petite ceinture, alors vous allez voir, c'est plein d'extraits, hein, c'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment une première approche qui pourrait être poursuivie. Donc la petite ceinture, par exemple, donc à l'origine c'était, comme tout le monde sait, un système de transport public et de marchandises également. Donc là, vous voyez quelques images donc de la petite ceinture à l'époque où elle fonctionnait entièrement. Et aujourd'hui, cette petite ceinture qui est morcelée, donc qui a été interrompue dans de nombreuses parties, reçoit des usages tout à fait nouveaux, différents. Donc c'est dans certains endroits la nature qui est laissée qui est libre, à son libre cours, donc des endroits qui ne sont pas pratiqués par les habitants, donc où on voit que la nature a complètement repris ses droits. Donc voilà différentes images. Et puis c'est également devenu, dans les endroits où il y a des accès possibles pour la population, des lieux de promenade
des lieux d'amusement, enfin d'expérimentation de nouveaux modes de transport, des lieux d'agriculture urbaine également, donc il y a de la végétalisation possible qui s'est mise en place, des événements un peu ludiques. Là, on voit une image, c'est la recyclerie dans le 18e arrondissement, au nord de Paris. Donc la recyclerie qui est un restaurant qui s'est installé dans une ancienne gare de la Petite Ceinture. Et puis de la restauration, et également un jardin. Là, c'est une image dans le 13e arrondissement, en face de la Poterne des Peupliers, un jardin qui a été créé donc sur les rails de la Petite Ceinture. Donc cet usage initial qui était vraiment le transport public et transport de marchandises a été complètement revisité pour en faire un lieu donc de promenade, d'agriculture et de loisirs. Voilà. Et on parle aussi dans les zones où il n'y a pas d'utilisation habitante, c'est également un réservoir de biodiversité. Donc c'est aussi un nouveau terme qu'on peut donner à cette voie de chemin de fer. Donc voilà, donc avec des nouvelles pratiques sociales de cette partie du territoire. Donc la tramviaire initiale, donc elle était vraiment dédiée à la circulation au départ automobile. Et puis aujourd'hui, cette tramviaire, elle reçoit donc différents usages. Elle est rendue visible aujourd'hui sous l'angle du plan vélo, puisque c'est devenu un des grands axes de la mandature. Et donc on parle de schéma directeur maintenant des plans vélo. Et donc la tramviaire reçoit de nouveaux usages qui sont dédiés aux circulations douces, au vélo et également, on verra un petit peu après, aux piétons. Donc là, vous voyez des pistes cyclables qui sont installées en dur sur la tramviaire existante ou avec des peintures de voies, des trams qui sont, des circulations qui étaient initialement dédiées uniquement à la voiture, qui sont maintenant dédiées strictement au vélo ou aux circulations douces. Donc voilà, la tramviaire qui devient un réseau de pistes cyclables. Donc c'est un nouveau regard aussi, une nouvelle pratique sur cette tramviaire initiale. Donc également les voies sur berge qui ont été donc fermées à la circulation, qui deviennent des lieux de promenade. Et donc on parle de stratégie globale pour les piétons, de charte internationale de la marche. Et donc c'est aussi complètement, un nouveau paradigme, un nouveau regard, de nouvelles pratiques qui se mettent en place sur ces territoires, sur cette structuration de la ville initiale. Voilà, donc c'est une tramviaire qui devient aussi un réseau de promenade en faveur des circulations douces. Donc on a même maintenant une journée sans voiture. Ça fait il y a 2 ans maintenant que cette journée a été mise en place. Donc avec toutes les espaces de circulation qui sont dédiés à des nouveaux usages, des nouvelles pratiques de loisirs, d'activités, de loisirs on va dire. Et donc là on voit les gens qui font un pique-nique sur les Champs-Élysées. Donc c'est des nouvelles manières aussi d'aborder et de regarder cette trame. Donc si on zoome un petit peu à l'échelle du quartier, donc là on voit une photo de l'îlot haussmannien traditionnel, extrêmement dense, extrêmement minéral. Et donc aujourd'hui là on tend vers dans toutes les réflexions sur donc on parlait d'écoquartier à l'instant. Sur la transformation du territoire, donc il s'agit à la fois de le densifier, mais aussi on travaille sur le foncier qui reste, soit des friches ferroviaires, hospitalières et autres, et on construit donc des nouveaux quartiers qui ont des vocations avec une forte dimension développement durable, et donc une très grande attention à tout ce qui est lié aux économies d'énergie, à la végétalisation. Et donc là, on voit quelques images de cet îlot haussmannien initial on s'inspire toujours dans son gabarit de l'îlot haussmannien initial, mais on est dans des considérations environnementales très fortes. Donc là, on voit quelques images. Donc là, vous avez à gauche le premier bâtiment passif parisien qui a été construit par Gontier sur l'îlot Fréquel. Et puis aussi une carte solaire qui a été mise en place pour inciter les copropriétés à installer des panneaux solaires sur leur toit. Donc un regard aussi différent sur la ville et sur le territoire. Donc en termes si on reste toujours sur l'échelle de quartier, il y a aussi un regard très important, de plus en plus fort aussi sur la question de la végétalisation, de la place de la nature dans ces nouveaux quartiers. Et donc ça se joue à toutes les échelles. Donc c'est à la fois la végétalisation entre les bâtiments, sur les façades, l'installation de ruches, de ruchers, d'animation sur le compostage, et donc des invitations aussi
à la population de pratiquer, de vivre la ville autrement. Donc là aussi, un jardin qui a été aménagé en cœur d'îlot, c'est toujours sur le secteur Fréquel, dans le 20e arrondissement. Voilà, donc des nouvelles pratiques aussi. Donc là, je suis partie aussi sur la question de l'immeuble, à l'échelle de l'immeuble. Donc on voit, donc là c'est le bâtiment un peu haussmannien typique, immeuble de rapport, qui était quand même un objet qui avait une fonction essentiellement financière. Hein, il faut le savoir. Les entreprises ou les promoteurs qui construisaient ces immeubles avaient l'intention de gagner beaucoup d'argent sur la location derrière. Et là aujourd'hui, on est dans des réflexions du fait de la crise du logement à Paris, dans des réflexions sur des manières d'habiter complètement autrement. Et donc ça vient aussi des habitants, des volontés donc on parle d'habitat participatif, et donc des nouvelles manières de vivre l'habitat, des nouvelles manières d'habiter ensemble, de partager. Alors là, c'est pas du tout une image parisienne, mais c'est aussi pour dire que c'est un peu des références que l'on a en ce moment pour vivre autrement, pour partager, pour créer des pique-niques de copropriété et autres animations. Et donc on est dans un rapport où la notion un peu très organisée, très économique de la ville initiale tend vers une prise en compte croissante des volontés citoyennes. Donc là, je reviens aussi sur... Là, on est c'est une vue entre les Maréchaux et le boulevard périphérique, avec toute la construction des HBM dans les années 30 pour lutter contre l'insalubrité. Et donc là, on était dans une vision très sociale de l'habitat. Et donc là, aujourd'hui, on voit que... donc là, vous avez juste une carte, la première carte, là, qui montre un peu la répartition des logements sociaux à Paris. Donc c'est essentiellement dans le croissant est, nord-est, sud-est. Et donc là, on voit que il y a des travaux très importants actuellement de rénovation des logements sociaux qui sont essentiellement axés sur l'économie d'énergie et la végétalisation. Donc là, quelques exemples. Là, vous avez, c'est un bâtiment dans le 13e là, d'Édouard François. Ici, vous avez une tour qui a été rénovée, la tour Bois-le-Pré dans le 17e, avec des créations de jardins d'hiver et d'isolation phonique et thermique pour les bâtiments, pour les locataires. Et puis des végétalisations aussi sur les toits qui permettent aux locataires de jardiner. Et donc là, on voit aussi qu'on est passé d'un logement social qui avait une vocation sociale initiale et de lutte contre l'insalubrité, encore très hygiéniste, vers une transition très écologique du bâtiment. Donc si on zoome maintenant sur la question des jardins, très rapidement, donc là vous avez une carte un peu sommaire des jardins qui avaient été mis en place à l'époque d'Alphand, donc avec des usages qui étaient dédiés essentiellement à la promenade et à la restauration. On avait quelques guinguettes dans les jardins. Aujourd'hui, donc on est toujours sur cette notion de promenade. Là, c'est une vue du parc Montsouris, donc toujours évidemment la promenade est maintenue, mais s'y ajoute également des mobiliers de loisirs pour toutes les tranches d'âge. Donc on va de plus en plus dans le détail aussi des tranches d'âge. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toutes les tranches vraiment qui apparaissent maintenant dans les jardins. Et puis aussi des vocations sportives, donc avec des activités un peu, des loisirs un peu différents de ceux qu'on pouvait trouver initialement. Donc on est passé d'un jardin d'agrément à un jardin de loisirs et de multi-activités. Voilà, donc on a aussi une nouveauté qui apparaît dans les jardins publics, qui sont les jardins partagés. Donc là, vous avez une carte de tous les jardins partagés à Paris. Il y en a plus d'une centaine maintenant, essentiellement dans l'Est. Bon, voilà. Et là, donc c'est des pratiques aussi tout à fait nouvelles qui se mettent en place. Donc on n'est plus uniquement dans la promenade et dans la promenade et dans la déambulation, mais aussi dans la pratique du jardinage, avec donc plusieurs activités à la fois d'agriculture urbaine, mais aussi de plantation, de fleurs ou de différentes espèces. Il y a des événements aussi qui sont organisés entre les membres des associations qui gèrent ces jardins partagés, donc des apéros, plantations, enfin différents types d'événements, et puis des activités aussi pédagogiques pour montrer aux enfants comment poussent les différents légumes ou fruits qu'ils peuvent consommer. Voilà, et là on est aussi dans des réflexions petit à petit d'agriculture urbaine qui pourraient se développer sur ces différents espaces. Voilà, donc avec des réflexions également sur la notion d'agriculture urbain qui est tout à fait nouvelle à Paris.
Voilà. Donc si on zoome un petit peu maintenant sur le mobilier, donc le mobilier initial d'Urbain, d'Alphand, il était conçu avec une référence au végétal très forte, hein, donc des dessins de feuilles, une couleur vert foncé. Donc là aussi, il y a une évolution architecturale. Donc certains kiosques ont été repris dans les années 80 en métal et verre. Voilà. Et puis aujourd'hui, alors la fonction initiale du kiosque, évidemment, c'est la vente de journaux. Et puis là aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle famille de kiosques qui sont les Lulu dans ma rue. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont déjà vus, et qui ont des fonctions complètement nouvelles dédiées plutôt à une sorte de service. Donc c'est multiservice. On peut déposer des colis, récupérer des colis, boire un verre, demander un service de voisins dans le quartier pour des échanges de services aussi, des cours, du bricolage et différentes choses comme ça. Et donc on voit aussi des nouvelles pratiques sociales qui se développent par rapport à ces kiosques à journaux qui avaient été mis en place à l'époque. Donc là, maintenant, une petite anecdote aussi sur la question des pissotières, donc qui avait été aussi mise en place à cette époque-là. Donc c'était le mobilier de l'époque d'Alphand, et donc qui avait été quand même pas mal décrié parce qu'elles étaient très difficiles à entretenir, et c'était quand même des cloaques, hein, ça sentait quand même très très mauvais, et surtout ce n'était dédié qu'aux hommes. Et il a fallu que les femmes attendent les années quand même 80 pour que la première sanisette puisse être enfin accessible aux femmes. Elles étaient d'abord payantes, et puis plus récemment on a maintenant des sanisettes accessibles aussi aux personnes handicapées. Donc des usages quand même qui évoluent. Il a fallu qu'on soit patiente pour pouvoir... Voilà, donc là on est passé de la Vespasienne à la Sanisette. Si on regarde la colonne Maurice, donc là on peut pas dire qu'il y ait une grosse évolution d'usage et de pratique, hein. La colonne Maurice se poursuit à la fois dans son architecture et dans son usage, parce qu'il s'agit d'afficher les spectacles en cours. Il y a aussi des affichages publicitaires qui ont été mis en place plus récemment sur ces colonnes, qui ont aussi évolué dans leur architecture. Sur la question de l'eau, les fontaines Valas, donc on voit c'est la fontaine un peu originelle aussi, donc qui a été un peu réinterprétée avec certaines couleurs. Et puis on a vu apparaître d'autres fontaines, voilà. Donc là c'est sur la place devant la piscine de la Butte-Caille, dans le 13e. Et puis on voit aussi maintenant des fontaines qui permettent de distribuer de récupérer de l'eau gazeuse. Donc voilà, des nouveaux besoins. Alors après, dans son architecture, là on peut dire que il y a peut-être quelques remarques à faire. C'est quand même un peu moins élégant que la fontaine Valas initiale. Voilà. Après, il y a la question de la place de l'eau dans la ville aussi. Donc, il y a les grands lacs qui avaient été installés dans les parcs Montsouris ou parc des Buttes-Chaumont. Donc, on les retrouve dans les nouveaux jardins. Là, c'est une vue du parc André Citroën. Mais on trouve aussi des nouveaux usages de l'eau, donc plus ludiques, avec des fontaines, des jets d'eau, des jeux pour enfants. Et surtout, on redécouvre l'importance de ce double réseau d'eau qui a été installé à l'époque, donc d'eau potable et non potable à Paris. Et donc, on valorise ce réseau d'eau non potable pour l'arrosage des rues en période de canicule. Donc justement pour rafraîchir les rues. On a créé aussi de nombreux bassins dans les différents parcs qui montrent qu'il y a toute une biodiversité aquatique qui arrive très rapidement et qui en même temps rafraîchit les jardins en période de canicule. Donc on a aussi une valorisation de l'eau dans la ville pour lutter justement contre les effets d'îlots de chaleur pendant les canicules. Alors là on arrive à la question du pied d'arbre, donc qui fait pas mal de débats, j'entends ici dans la salle. Donc on a évidemment la grille traditionnelle, voilà, en métal, et puis on arrive donc avec les permis de végétaliser à des pieds d'arbres assez divers et qui sont jardinés par les habitants. Donc c'est quand même ça la particularité. Et donc on a aussi des traitements un peu plus variables aussi de pieds d'arbres avec des grilles toujours. Et donc on tend petit à petit à avoir des rues végétales. Donc c'est un peu la tendance aujourd'hui à rendre la rue beaucoup moins minérale qu'elle ne l'était. Donc il y a des végétalisations qui se mettent en place à la fois sur les bâtiments, mais aussi donc sur tous les pieds d'arbres. Donc là on voit plusieurs exemples
effectivement, qui ont des valeurs esthétiques un peu variables, qui ne sont pas toutes au même niveau de qualité de traitement, mais qui apportent malgré tout, je dirais, une sorte d'une touche de poésie et une diversité qui est quand même pas totalement, qui est aussi intéressante à regarder, à observer. Vous avez aussi là une vue de parterres végétalisés, des grands pots qui sont installés sur l'espace public, des petits pots aussi sur les potelets. Enfin, on voit une diversité assez importante, même un nichoir sur un arbre que j'ai pu repérer. Donc on voit une variété d'outils, de démarches, de végétalisation de la rue qui transforme complètement le regard que l'on pouvait porter sur cette rue initialement très structurante et minérale. Mis à part les arbres en alignement. Voilà, donc sur les bancs, pas d'évolution notable, particulière, sauf l'apparition d'assises individuelles en plastique qui, de mon point de vue personnel, ont un effet paysager assez limité, pas très bon, quoi. Voilà, donc si on fait un petit bilan sur l'effet du changement climatique sur l'héritage directement d'Alphand, on identifie qu'on a une végétalisation et une volonté de renaturation des espaces publics avec les pieds d'arbres, les jardins partagés, les voies vertes, et puis sur les bâtiments, une végétalisation massive des murs et toitures terrasses. Voilà. Donc il y a aussi un volet énergie sur la question des bâtiments avec les énergies renouvelables et des candélabres aussi que j'ai pas cités mais qui sont transformés, qui sont remplacés avec des lampes LED. Les mobilités douces qui apparaissent dans tous les espaces publics avec des circulations douces partout. Et puis l'adaptation au changement climatique sur la question de la place de l'eau dans la ville. Et ce qui est moins concerné par des évolutions liées au changement climatique, c'est les pratiques des kiosques à journaux ou des sanisettes. Et ce que je n'ai pas, ce sur quoi j'ai pas noté d'évolution marquante, c'était les colonnes Maurice. Donc maintenant, une fois qu'on avait dit que j'avais analysé tout ça, la question que je me posais, c'est quel lien avec la question du paysage et sur les pratiques sociales. Voilà. Donc je suis revenue un petit peu aux fondamentaux de la question du paysage. Donc, vous savez tous qu'on a à la fois une approche culturaliste du paysage et une approche plutôt environnementaliste qui ont du coup des effets sur la perception du paysage qu'on peut en avoir. Donc, si on revient donc si on part de la question de l'approche culturaliste du paysage, on revient à l'ouvrage d'Alain Roger sur le court traité du paysage qui parlait de l'artialisation, qui est le principe qui permet à un pays de devenir paysage par l'effet de la culture et donc de l'intervention et notamment artistique. Et donc ça se voit à la fois sur le terrain et par le biais de démarches artistiques, de peintres, photographes ou de cinéma. Et donc donc c'est un peu par ce biais-là qu'Alain Roger explique qu'on a inventé les différents paysages actuels. Donc par exemple la mer, et donc c'est grâce à des peintures de grands peintres, notamment par exemple comme Vernet, qui ont représenté la mer comme quelque chose à la fois sublime, très angoissant, très anxiogène, mais qui donnait envie peut-être d'aller la voir autrement. Et c'est parce qu'on était très peu orienté vers les promenades maritimes à l'époque, etc. Et donc ça a développé une sorte de tourisme balnéaire où on est attiré maintenant à aller voir la mer. Et il y a tout un tourisme qui s'est mis en place autour de ça, et des tas d'activités, d'usages à nouveau autour des activités nautiques, et des sports nautiques également. Et donc on est passé de la mer nourricière et d'un lieu un peu dangereux au tourisme balnéaire. De la même façon, c'est de cette façon-là aussi qu'il y a eu l'invention de la montagne, à travers toutes les expéditions scientifiques de la fin du 19e siècle, qui ont été accompagnées de photographes ou de peintres, et qui ont donné envie à voir ces paysages autrement. Et donc c'est ce qui a été à l'origine d'activités de ski ou de promenade dans la montagne. Et donc voilà donc les premiers sports d'hiver. Et aujourd'hui, il y a une pratique, on va dire, assez importante des sports d'hiver. Donc c'est par le biais de ce regard un peu initial des artistes et scientifiques. Et donc c'est de la même façon, on a inventé aussi d'autres paysages comme le désert.
avec des expéditions aussi dans le désert. Donc c'est le tourisme un peu d'aventure qui s'est mis en place à ce moment-là, et le tourisme. Et donc c'est tout ça qui a été à l'origine du tourisme de masse aussi, avec l'arrivée des congés payés au passage en 36 quand même, en 1936. Donc l'invention des pôles aussi, donc avec des expéditions scientifiques, puis des tourismes d'aventure. Et puis si on passe sur l'approche maintenant scientifique et environnementale du paysage, donc là on a une vision assez différente, notamment qui a été développée par Gilles Clément et puis beaucoup d'autres, sur le fait que le paysage, la planète est quand même fragile, qu'on peut la considérer comme un jardin. Il y a le concept du jardin planétaire qu'il a mis en place, et donc cette entrée environnementale du paysage donne aussi à avoir des perceptions différentes de l'environnement. Et donc c'est comme ça qu'on a un regard aussi plus sensible, plus attentif sur les catastrophes naturelles, donc notamment les inondations, et on se rend compte que les paysages que l'on pensait pouvoir résister à tous les territoires qu'on avait aménagés, notamment la ville de Paris, qui pouvaient résister à toutes les catastrophes. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont une forme de fragilité. Et donc, cette approche environnementaliste aussi montre qu'on a développe une perception un peu différente aussi de notre environnement, et notamment de notre environnement urbain. Et donc voilà quelques images de la crue de 2016, je crois, c'était il y a 2 ans, où on a eu une inondation assez importante à Paris. Donc on prend conscience aussi que l'homme n'a pas toute la maîtrise sur la nature, mais qu'il peut aussi être menacé par différents événements et catastrophes naturelles. Bon, les tempêtes, on n'a pas encore été directement confronté à Paris, mais enfin on sait que ça peut arriver. Il y a eu celle de 99 malgré tout. Voilà, donc des territoires menacés par des événements violents, et puis les sécheresses aussi qui arrivent, qui se rapprochent de nous aussi petit à petit. On sait que à Paris en 2050 on aura le climat de Séville, donc ça va générer aussi en termes de conception paysagère et de conception des territoires des évolutions notables. Voilà, donc des territoires menacés par la ressource en eau. Et donc de la même façon qu'on a des artistes qui ont travaillé sur l'approche culturaliste, qui nous ont permis de percevoir les paysages, les territoires autrement, on a aussi des artistes qui travaillent sur la question de l'environnement et de la fragilité de notre environnement et de la planète, et donc qui ont une approche sur la question qui permet de voir autrement aussi les paysages à travers ces interventions artistiques, soit en pleine nature, soit dans les musées. Donc on parle beaucoup de land art aussi. Et donc c'est l'art et la culture qui sont aussi des vecteurs de messages relatifs à l'environnement. Donc ce regard environnemental aussi développe une nouvelle forme de tourisme qui est le tourisme. Voilà, donc ça c'est d'autres images, qui est le tourisme environnemental ou l'agrotourisme, donc des nouvelles pratiques aussi autour d'un tourisme plus attentif à l'environnement. Voilà, donc juste en synthèse, donc on est passé à la renaissance de l'émergence de la notion du paysage, avec des pratiques qui ont finalement abouti au tourisme de masse, avec le développement des expéditions scientifiques et donc du tourisme de masse. Et en termes, donc le regard, c'était plutôt une redécouverte des paysages communs et extraordinaires. À partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle, on a assisté à l'embellissement et à l'assainissement de la ville de Paris par Haussmann et ses équipes. En termes de pratique, ça a entraîné le développement de l'art de la promenade, notamment, et d'autres. Et donc là, on peut parler d'une redécouverte et d'une invention des paysages urbains parisiens et des paysages urbains en général aussi, avec une notion de maîtrise de l'homme sur la nature. Cette idée-là qui est quand même très présente. Et dans les deux cas, on peut parler d'une pratique sociale, on va dire passive, qui est fondée sur l'observation des paysages. Et puis à la fin du XXe siècle et du début du XXIe, on assiste à un changement climatique, une prise de conscience croissante de l'environnement dans l'aménagement et la gestion des villes. En termes de pratiques sociales, on assiste aussi à un développement très important de la participation citoyenne dans la conception et la gestion des espaces urbains. Et donc là, on peut dire qu'il y a une sorte de volonté de réparation, de renaturation, avec une prise de conscience de l'impact des activités humaines sur la nature et de la fragilité aussi de notre environnement. Et là, en termes de pratiques sociales, on peut parler d'une pratique active, donc c'est-à-dire que les habitants sont acteurs aussi de leur territoire, qui est fondée sur une transformation collaborative et participative
des citoyens. Voilà, et puis pour finir, quelques images de l'artiste Chris Morin qui a un peu fait une projection de la ville, de Paris dans des années futures si la nature reprenait complètement ses droits. Voilà ce que ça pourrait donner. Voilà. Et puis pour terminer, l'avenue de l'Opéra, donc qui était l'avenue, un des grands axes créés par Haussmann, qui pourrait être envahi par les gazelles. Voilà, petite touche à l'humour. Voilà, merci pour votre attention. Merci Sédicia Abou pour cet état des lieux sur l'évolution du paysage haussmannien. On n'espère pas arriver quand même à cette vision finale. On voudrait rester quand même en ville. Il y a peut-être des questions. Moi, j'ai quelques perplexités par rapport à votre intervention. Je me borne à mon domaine, sur le domaine historique. Donc, vous avez dressé un portrait. Déjà, une promenade devient des promenoirs, donc ça ne veut pas dire qu'elle soit plantée. C'est un mot qui apparaît dans les dictionnaires au XVIIIe siècle et indique une pratique de la promenade qui n'implique pas qu'il y a un jardin, une plantation ou quoi que ce soit. Ça vient même de l'art militaire. Donc c'était les promenoirs qui étaient sous les fortifications. Donc je vois, et quand à l'époque d'Haussmann on parle de promenade et de plantation, on en parle justement parce que la promenade n'est pas nécessairement une plantation. Donc dire que la promenade d'Haussmann, d'Alphand aujourd'hui, elle a les synonymes des couloirs, des corridors environnementaux, je trouve que ce n'est pas très pertinent. C'est-à-dire oui, ça peut ou ça peut pas, et ça renvoie aussi à des pratiques de l'espace public qui finalement ne sont pas présentées. C'est-à-dire comment pratiquer l'espace public et comment appréhender la nature au XIXe siècle. La nature à l'intérieur de la ville, vous parlez de l'évolution, mais en fait vous ne donnez pas des informations sur la vision et les pratiques de ces espaces à l'époque d'Alphand, parce que les jeux d'enfants étaient déjà dans les jardins, parce que dans les archives nous racontent des vaches qui sont dans les squares pour justement avoir des animaux qui amenaient les laits frais aux familles comme ça. Donc il y avait déjà des pratiques peut-être pas très participatives, mais en tout cas il y avait des associations d'habitants qui faisaient continuellement des pétitions pour demander des transformations de l'espace public, mais qui étaient toujours faites dans un certain respect d'un projet qui finalement n'était pas concerté, mais était un projet commun. C'est-à-dire quand on regarde les archives, les habitants font des pétitions pour avoir des allées plus larges, parce qu'ils sont très gênés que les landaux, les enfants aillent sur les pelouses, gâcher les plantations, parce que l'appréhension de la nature, je ne dis pas que c'est juste ou pas, mais je dis juste qu'au XIXe siècle, quand on regarde un jardin, les jardins, c'est le lieu de la contemplation. On n'a aucune intention ni envie d'aller faire des pique-niques, etc. Donc, je pense que quand on travaille sur l'évolution des pratiques, il faudrait partir d'un point, c'était quelle la pratique et comment elle a évolué. Et voilà. Enfin, c'est ce que je disais à la fin, c'est qu'on est quand même passé d'une pratique plutôt sur l'observation, qui était basée sur l'observation de la nature, à une pratique où aujourd'hui on pratique la nature, on jardine. Enfin, la volonté, c'est plutôt de jardiner. Mais bon, après... Vous parlez d'une pratique qui n'implique pas une action. Donc vous dites que c'est une pratique passive. Ce n'est pas une pratique passive, la contemplation d'un jardin ou le fait de s'y promener sans pour autant le consommer. Bon, ok. Enfin, en même temps, l'objet, c'était pas de revenir sur l'histoire de tout le détail d'Alphand. C'était de voir comment les pratiques ont évolué aussi. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on pourrait regarder plus en détail les pratiques de l'époque, du 19e, du début 20e. Oui, non, mais après, je vous dis, c'est aussi une réflexion en cours. Ça mériterait bien sûr d'être approfondi, peut-être, mais bon, c'est un état d'avancement des réflexions. Une ou deux questions dans la salle. Ouais. Bonjour. Je voulais simplement dire que vous n'avez pas évoqué une révolution dans les parcs parisiens assez récemment, plus que les jeux, plus que ces choses-là.
l'accès aux pelouses. Ça a vraiment révolutionné notre façon d'appréhender l'espace, de prendre possession des... Avant, on n'avait le droit qu'aux allées. C'est vrai. Et voilà. Et je pense que c'est une sacrée révolution. Ça n'a pas demandé peut-être forcément beaucoup de nouveaux matériaux, nouvelles installations. Simplement le fait d'avoir eu accès à ces espaces, ça a complètement changé comment la population parisienne et aussi hors Paris, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens dans les parcs parisiens, qui ont investi cet espace. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Vous avez tout à fait raison. On aurait pu parler effectivement l'accès aux pelouses, ça a été une révolution, mais aussi on peut dire que tous les parcs récents qui ont été créés sont aussi créés dans cette logique très environnementale, avec des bassins de récupération d'eau de pluie, avec une gestion différenciée, avec plus du tout de produits phyto. Enfin, effectivement, on est passé dans une gestion des jardins qui a complètement changé depuis une dizaine d'années, absolument. Enfin, une quinzaine d'années même. Oui, je crois, a priori, je trouve l'approche à partir des pratiques est intéressante. Mais simplement, vous avez décrit, à mon avis, d'une manière assez dogmatique, un certain nombre de pratiques qui sont tout de même, pour une grande partie, marginales ou limitées, ou en tous les cas particulières, qui ne sont pas forcément les pratiques, comme on dit, dominantes, ou la manière dont les habitants vivent la ville. Il y a des pratiques, par exemple, le jardin, le jardinage. Oui, un certain nombre de jardins existent, certaines personnes y passent leur week-end. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même très marginal par rapport à d'autres types d'usages qui seront, eux, peut-être intéressants de regarder d'une manière moins dogmatique, y compris d'une manière peut-être qui ne va pas forcément dans le sens du changement climatique ou de l'écologie, etc. Mais c'est une réalité. Je pense que c'est plus intéressant de regarder la réalité telle qu'elle est, d'essayer de la comprendre, plutôt que, à mon avis, de plaquer un schéma d'usage qui est quand même un schéma, je trouve, assez doctrinaire d'une certaine manière. Et bon, voilà, je suis un peu gêné par ça parce que la ville elle-même me semble plus intéressante à regarder dans sa réalité, dans ses usages réels, que simplement dans le fantasme de certaines pratiques qui pourraient se développer d'une manière, à mon avis, assez marginale. Oui, vous avez raison. C'est vrai que ça ne représente absolument pas toute la population, loin de là. Mais néanmoins, je trouve que ces émergences de nouvelles pratiques sont intéressantes à observer parce qu'on voit que c'est quand même, ça évolue. Il y a quand même une forte demande. Il y a quand même... il y a des choses qui changent dans la ville et dans les pratiques de la ville. Et donc, je pense que c'est important d'être attentif à ces nouveaux usages pour les réflexions sur la métropole et sur le Grand Paris pour les années à venir, quoi. Oui, alors moi j'avais deux choses. Enfin, et la première chose, c'est je voulais vous signaler que votre manière de résumer les approches du paysage me paraît un peu simpliste. Je vous signale qu'Alain Roger est très, très, très mise en... À l'heure actuelle, beaucoup de gens ne sont plus du tout d'accord avec sa manière de parler du paysage. Je crois que c'est important de le savoir, c'est pas parole d'évangile. Et d'autre part, moi je pense que j'avais fait l'année dernière une conférence sur le grand n'importe quoi de la nature en ville. Tout le monde était hilar parce que j'avais projeté justement à peu près toutes ces images que vous nous montrez. Je crois que là, on est complètement à côté de ces pompes. Parce que quand vous jardinez et que vous avez une vague connaissance des végétaux, vous savez que tout ce qu'on accroche, qu'on pendouille, etc., ne fonctionne pas. Les trois quarts crèvent, où il faut foutre des produits dégueulasses et des quantités de flotte qui vont directement dans les égouts, comme dans les murs de Monsieur Blanc. Et je crois qu'il faudrait quand même avoir une vision un tout petit peu critique de ces images qu'on nous vend comme si on était des débiles mentaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que du point de vue purement botanique et du point de vue purement des habitudes des végétaux, à part des petits trucs qu'on fout sur les toits, toutes ces choses-là ne pousseront jamais. Il y a quand même pas mal de murs végétalisés qui poussent depuis des siècles et qui ne nécessitent aucun produit phyto. Et donc, vous savez combien de flotte va à l'égout pour celui du musée des Arts Premiers? C'est des quantités astronomiques. C'est un pur scandale dans la gestion de l'eau. Il n'y a pas que les murs de Patrick Blanc, excusez-moi, mais voilà. Une dernière question. Bien, Bernard Landau. Les nouveaux usages de la ville et de l'espace public,
une chose dont on parle peu, mais qui montre, à mon avis, les injonctions contradictoires, parce qu'on est dans des mouvements de pensée, d'évolution, et en même temps des injonctions contradictoires. Ce qui a le plus changé dans la pratique de l'espace public, en dehors de la question des mobilités, c'est les terrasses de café et les restos. Objectivement, hein, c'est-à-dire, si on regarde il y a 20 ans, avec ce qu'étaient les cafés et les terrasses, la question de la loi fumeur, le nouveau règlement sur les terrasses et étalages, qui font que toutes ces terrasses se sont agrandies dans la ville, et la pratique à la fois des Parisiens, qui font que les cafés sont un lieu de sociabilité très important, et que ce qui est très apprécié également de tous les gens qui viennent à Paris, parce qu'il y a cette particularité, et que ces terrasses, en fait, encombrent énormément l'espace public, hein, par ailleurs, si vous voulez. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on regarde ce qu'on veut bien regarder, et on ne regarde pas l'ensemble de l'espace public. Et je pense que si je continue un peu ma démonstration, je dirais polémique, je l'ai un petit peu abordé hier, on entretient beaucoup moins l'espace public. En fait, dans les budgets, moi je me suis amusé à regarder les budgets depuis 10 ans. La part de l'argent qui est donné à l'espace public a extrêmement diminué. Et on nous dit que c'est parce que ça coûte cher. Mais en réalité, ce que rapporte l'espace public de la ville aujourd'hui est considérable. Considérable. Et ça va augmenter avec, par exemple, la question du stationnement. Les enseignes, la publicité, les travaux d'échafaudage, les concessionnaires, les terrasses et étalages, un revenu considérable. L'ensemble des concessions. Bon, donc, je pense qu'il faudrait remettre à plat un certain nombre de questions pour en discuter sereinement et de façon objective. Merci. Je vous laisse répondre et puis ce sera la pause déjeuner. Non, mais oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'il y a pas mal de débats. Enfin bon, effectivement, il y a la doctrine et puis les discussions de fond après sur le financement, etc. Mais je pense que malgré tout, enfin bon, c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui, je pense que c'est aussi important d'être attentif à ces nouveaux usages et à ce que ça peut signifier sur les envies et les volontés des habitants. Voilà, tout simplement. Je vous remercie.